Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris, agence de communication. Et vous êtes également le cofondateur de l'agence Cogiteur. Et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Vous êtes également spécialiste en communication politique. Thomas Elexhauser, secrétaire général des Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jacques Miard, maire de Maisons-Lafille. Ave, et l'auteur de ce brûlot Bye Bye Démocratie, paru aux éditions Lafon Presse. Voilà, le brûlot de l'année. Je pense que vous pourrez en faire un deuxième tome assez vite. Hommage national à Robert Badinter. La France insoumise décide d'être présente avec 2 députés malgré l'avis de la famille Badinter qui ne souhaitait ni le RN ni la France insoumise. On va en reparler. CNews et l'ensemble des chaînes d'information et des radios dans le viseur de l'Arcom et du Conseil d'État. La grève à la SNCF, bref, beaucoup de sujets avec vous, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, avec Geneviève, avec une bonne nouvelle. Ah, mais absolument. Les bouquinistes vont rester en place pendant les Jeux Olympiques. Ça a été un long combat, exactement. Un long combat qu'ils ont mené. Emmanuel Macron a tranché hier. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. On fait des JO à Paris. Ils font partie de l'âme de Paris. Bien sûr. Voilà, donc ils n'avaient aucune raison d'être débranchés, entre guillemets, pendant cette période. Ça va éviter un certain nombre de recours devant les tribunaux administratifs de leur part. C'est une histoire qui finit bien. Peut-être la patte de Rachida Dati dans la décision du président de la République. Elle était très hostile au démontage de ces boîtes à livres vertes. Qui vraiment sont Paris, quoi. Sont Paris. On a envie de dire un peu tout ça pour ça aussi, quoi. Et puis la décision du président de la République. Ça a été long. Ça a été long. Est-ce que ça préfigure que la cérémonie n'aura plus lieu sur la scène? Je me pose la question. C'est pas faux. On se posait la question hier de savoir s'il pleut, qu'est-ce qui va se passer. Alors on se posait la question des balcons aussi. La sécurité des balcons, mais c'est... Il serait temps de se les poser d'ailleurs. Moi, je dois dire que, tout en me félicitant que les bouquinistes demeurent, il n'en demeure pas moins, je me demande si c'est pas... On a poussé l'interdiction et puis ensuite on joue les Deus Ex Machina. Je crois qu'elle était déterminée, Madame Hidalgo. Ils ont quand même fait des tentatives de démontage. Ils sont allés assez loin. Oui, ça c'est vrai. Mais jusqu'à nouvel ordre, la sécurité publique appartient à la préfecture de police. Oui. Et donc, c'est une bonne nouvelle, en effet. Mais c'est pas sans risque, effectivement, les balcons. Il faut demander à Santini, qui est, comme vous le savez, la terreur des balcons. Et donc, il faut éviter... Mais pourquoi tout simplement parce qu'un jour, dans la résidence, dans l'immeuble où il habite à Issy-les-Moulineaux, tous les balcons sont tombés les uns derrière les autres. Et heureusement, il n'était pas sur son balcon, parce qu'il serait plus de ce monde. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle toujours la terreur des balcons. Mais c'est vrai que... c'est gentil. Ce qui est certain, c'est que, effectivement, je dirais, la cérémonie d'ouverture sur la scène, c'est pas sans risque. Et je crains fort qu'on ait quelques petits problèmes. Je ne le souhaite pas, mais c'est pas sans risque. Et bravo à Geneviève pour le coup de gueule. Coup de cœur, oui, mais que je partage et j'aurais fait si vous ne l'aviez pas fait. Frédéric, vous êtes content aussi? Oui, je suis content parce que, comme vous le disiez, c'est là, mais c'est l'image de Paris. Mais ce qui me paraît... c'est un cumul d'absurdités dans cette affaire, parce qu'une question comme ça remonte à une décision du président de la République. Moi, j'espère qu'il a des décisions plus importantes à prendre. Oui, on espère. Et puis, je vois que ces Jeux Olympiques, qui sont d'avant tout un événement sportif, on a mis tellement d'autres choses, à la limite en oubliant le sport derrière ces Jeux, en voulant leur faire porter tellement de messages, tellement de valeurs, qu'on en a fait quelque chose qui devient un peu absurde. On avait prévu une cérémonie d'ouverture où il y aurait 1 million de participants. Je pense qu'on est à moins de la moitié maintenant. Je sais que cette bonne décision fait qu'il y aura encore moins de participants, de public possible pour cette cérémonie d'ouverture. À vouloir faire trop original et à vouloir sortir de l'esprit d'origine, on va finir par avoir des jeux qui ne sont pas du tout ceux qu'on nous a vendus. Non, c'est sûr. Mais tout ça pose de vraies questions sur la sécurité et les aménagements parisiens, puisque le préfet de police de Paris est en guerre avec Anne Hidalgo sur les aménagements qu'elle veut porter autour du Trocadéro
gros autour de la Tour Eiffel, et où la préfecture s'insurge contre les volontés que Paris veut prendre, les décisions que Paris veut prendre sur des aménagements de voirie et de sécurité publique. Et c'est quand même hallucinant d'entendre le préfet de police de Paris en Conseil de Paris venir en totale contradiction avec la maire de Paris et n'arriver à ne rien pouvoir faire entendre à cette maire de Paris qui n'écoute plus personne si ce n'est son aile gauche et écologiste. Ouais. Bon, Jacques Méhard, un avis, non, c'est bon, on va passer c'est tout à fait... Vous savez, je cite toujours la phrase de Chateaubriand, je n'inscris pas à l'aune de mes espérances les malheurs de mon pays. Mais aujourd'hui, c'est les malheurs d'Hidalgo, c'est aussi simple que ça. Mais il est évident que l'on prend des risques et il est absurde que la maire de Paris aille à l'encontre de l'autorité qui a la charge de la sécurité, à savoir le préfet de police de Paris. Et puis Florence Berthoud, qui vient ici régulièrement, qui salue cette décision. Depuis des mois, je me bats aux côtés des bouquinistes pour emplacer leur déplacement pendant les Jeux. Cette décision était injuste et sans doute pas très efficace en termes de sécurité. Jacques Méhard, vous aviez un coup de cœur. Oui, ça n'est pas tous les jours. Non. Bon écoutez, comme c'est pas tous les jours, vous savez quoi, on va marquer une petite pause et puis vous aurez tout le loisir de développer ce coup de cœur en ce jour de Saint-Valentin. C'est peut-être pour ça qu'il y a que des coups de cœur presque mais ce on matin. Vous aime, Valérie. Voilà, mais moi aussi, cher Jacques. On se retrouve dans un instant, ça va être l'heure des infos et on va revenir sur les sujets d'actualité du jour et l'hommage rendu à Robert Badinter, entre autres. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Jacques Méhard, maire de Maisons-Laffitte. Je rappelle votre dernier livre, Bye Bye Démocratie, qui est paru chez Lafon Presse. Frédéric Fougera, président de Tenkan. C'est une agence, Tenkan Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur. Et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Geneviève Gotzinger, communicante politique, présidente de l'agence Image, avec 2G, Thomas Alexhauser, secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. On va revenir sur l'hommage national à Robert Badinter. Vous l'avez entendu dans le flash à l'instant, la volonté du président de la République de le faire entrer au Panthéon, et la France insoumise qui a décidé, malgré la volonté contre la vie et contre la volonté de la famille, d'être présente, alors que le RN, qui n'était pas souhaité, n'y sera pas et respecte cette volonté. CNews dans le viseur de l'Arcom et du Conseil d'État, mais pas que CNews. Toutes les émissions, il y a des débatteurs. Les temps de parole pourraient être comptabilisés. Donc il va falloir que nous sachions si vous êtes de droite ou de gauche. Ce n'est pas possible. Enfin, on va voir si cette mesure est applicable et ce que ça signifie. Et puis la grève à la SNCF, encore et toujours. On continue. Alors Jacques Méhard, vous nous avez promis un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur sur la prise de conscience de nos armées, des entreprises, des menaces cyber. Parce qu'on a été un peu en retard. Malheureusement, des collectivités, des hôpitaux ont été attaqués avec des cyberattaques. Et visiblement, aujourd'hui, lorsque vous lisez les exercices préparés par les forces armées, lorsque vous voyez que toutes les entreprises se posent la question, effectivement, des cyberattaques, je trouve qu'il y a une prise de conscience qui doit être saluée, qui ne signifie pas que c'est imparable, parce que ma crainte est qu'avec l'intelligence artificielle, les pare-feux mis en place par les villes, par les administrations, par les hôpitaux, par les entreprises, puissent être cassés. Et malheureusement, on vit dans un monde où la sécurité informatique n'est pas garantie d'avance. Mais cette prise de conscience doit être saluée et je peux que me féliciter, notamment que les armées françaises mettent en place des séminaires, des exercices pour faire face à cette menace qui n'est pas une menace en l'air. Oui, j'ai envie de vous dire, il est temps, non ? Oui, il est temps. Oui. Je peux même vous dire qu'un hôpital bien connu, un hôpital qui a été attaqué,
il n'y avait aucun pare-feu. Ah ouais. Ils étaient en complet délire. Là, vous avez vu que la sécurité sociale aussi a été hackée, comme on dit. Oui, mais pas totalement, heureusement. Pas totalement, mais quand même pas mal. Plusieurs millions, hein, quand même. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je ne sais pas qui veut réagir à ce que dit. Non, mais ça fait partie de l'ambition qu'a fixé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et qui vise à être beaucoup plus présent et puissant sur tout ce qui touche au sujet du web, dark, numérique, etc. Et aussi l'ambition spatiale que veut se fixer la France. Certains vont jusqu'à dire qu'il manque sur l'armement et les équipements certains crédits. Mais bon, en tout cas, ça fait partie du grand plan qu'a engagé Sébastien Lecornu. Oui. Sur la cybercriminalité et par rapport à la défense nationale, je pense qu'il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et en matière de cybercriminalité, je pense qu'on en fait beaucoup plus que ce que l'on dit, donc notamment du côté du ministère des Armées, et parce que cette criminalité, elle vient notamment d'États, pas forcément de personnes privées, et d'États qui cherchent à déstabiliser des pays, des organisations par ce biais. Donc le ministère des Armées fait beaucoup en la matière, mais on dit peut-être moins que ce qu'il fait réellement. Et c'est bien aussi que le sujet soit mis sur la place publique. Il a raison d'observer effectivement une confidentialité eu égard aux États qui sont derrière. Bien sûr. Très clairement. Oui, Jacques Méard. Oui, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu une attaque sur le site de l'Élysée, c'était pas la Chine, c'était pas la Russie, c'était nos chers amis américains. Oui. Donc c'est un État. à ce propos. Non, mais c'est formel. Bon. Donc de ce côté-là, effectivement, il faut que la France ait les moyens de contre-attaquer au besoin et ait les moyens de se défendre. Et donc, tant mieux si les armées en font plus qu'ils ne le disent, parce que la menace, elle est tout azimut. Ah ouais. Il faut effectivement, un auditeur qui s'y connaît bien me dit, c'est pas juste des firewalls, c'est-à-dire des murs, des pare-feux. Il faut toute une infrastructure réseau qui n'a jamais été mise en place parce que gérée par
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va essayer de se mettre d'accord. Parlons de cet hommage à Robert Badinter. Ce matin, place Vendôme, la famille de Robert Badinter ne souhaite pas la présence du Rassemblement national et de la France insoumise. Le Rassemblement national a pris acte et donc n'ira pas. En revanche, la France insoumise estime que c'est une cérémonie d'hommage public et qu'il y a toute sa place. Marine Le Pen a dit « on ne sera pas présent, la famille ne l'a pas souhaité, je ne vais pas polémiquer ». Et donc, je ne sais pas, que pensez-vous de cette polémique? Est-ce que vous comprenez le souhait de la famille Badinter et cette... Je trouve que c'est regrettable, vraiment, une nouvelle polémique après la polémique vis-à-vis de la cérémonie aux Invalides pour les victimes des atrocités du 7 octobre. J'ai l'impression que la France insoumise cherche en permanence le buzz. C'est de pouvoir parler, reparler. Ce matin, Bompard était en réaction sur France Info de leur triste sort. Et ils cherchent encore, je dirais, à fracturer. Il y a eu une prise de position très forte de la famille qui a dit pourquoi il ne voulait pas de la présence des représentants de LFI à cette cérémonie, notamment accusant la LFI d'islamo-gauchisme. Ce sont les mots de Madame Badinter. Et à nouveau, Marine Le Pen prend le beau rôle. Elle dit c'est un souhait de la famille, nous ne viendrons pas. Et eux, ils sont jusqu'au boutiste dans le buzz et dans la fracture. Et donc je regrette vraiment qu'ils aient maintenu ce souhait de participer à cet hommage, alors que la famille avait strictement dit non. Et tout comme je regrette que pour l'hommage aux victimes d'Israël, ils y soient allés, faisant des coups d'éclat. Les gens à l'extérieur des Invalides ont sifflé, ont hurlé contre la venue des parlementaires LFI, etc., NUPES. Tout ça n'est pas bon. Voilà. Moi je dirais, c'est un hommage national, donc tout le monde peut y aller, on peut tous y aller, et on peut se sentir concerné, donc avoir envie de rendre hommage à Robert Badinter. Après, ça c'est le droit, et après il y a la dignité. À partir du moment où vous n'êtes pas désiré, vous n'allez pas quelque part. Voilà, donc ils sont pas désirés, ils n'ont pas à y aller. Et effectivement, Marine Le Pen s'est bien comportée en l'occurrence. Elle a eu les mots qu'il fallait. Et voilà, on ne veut pas de nous, on n'y va pas. Et puis c'est pas au moment où le corps de Robert Badinter n'est pas encore enterré qu'on va susciter une polémique. Donc oui, entre le droit pur et simple et la dignité, on choisit la dignité. Oui. Je suis complètement dans la lignée de Geneviève. Alors, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'un hommage national, c'est une cérémonie publique, donc elle est ouverte, ou est-ce que c'est une cérémonie privée, et donc elle est fermée? Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que le respect d'un mort et de sa famille valent moins que de faire de la politique? Notre pays souffre de l'idée qu'on puisse tout politiser, mais c'est aussi une nouvelle culture que certains radicaux, voire extrêmes, tentent de nous imposer. Toujours tout politiser, comme on le disait à l'instant, pour faire de l'audience, pour faire de l'audimat, pour faire le buzz, mais c'est cette culture c'est une culture qu'on veut nous imposer, et on est en train de nous l'imposer. Voilà, dans la compétition de l'audimat et de l'audience, l'outrance favorise l'audience. Évidemment, personnellement, quand je suis pas invité, je me rends pas à une invitation. Donc, le moindre des choses serait de respecter la famille et le défunt. Mais il y en a qui préfèrent faire de la politique, même sur un mort. Jacques Miard. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. Je suis tout à fait désolé parce que c'est une cérémonie avec un protocole. Et le protocole de la République, c'est que vous n'excluez pas a priori des députés. C'est aussi simple que ça. Et donc, je comprends parfaitement. Moi, je ne suis pas un soutien de la NUPES, vous pouvez compter sur moi. Mais et je comprends parfaitement qu'il ne faut pas polémiquer. Mais quand c'est une cérémonie officielle, ce n'est pas une cérémonie adondine. C'est une cérémonie. Mais c'est pas l'Élysée qui a interdit leur présence. Pardon ? Ce n'est pas l'Élysée qui a interdit leur présence. Ce n'est pas les organisateurs. Mais attendez, justement. Et donc le problème, c'est que l'invitant, c'est le président de la République. C'est-à-dire, c'est l'État français, c'est le gouvernement. Et donc, je comprends parfaitement vos réactions en disant c'est pas la peine d'en rajouter. Je comprends, je vais pas polémiquer de ce côté-là. Mais quand même, parce que il peut y avoir à un moment ou à un autre, si vous acceptez qu'effectivement une personne privée peut exclure des députés de la nation, moi j'ai quand même une interrogation.
Oui, je voudrais atténuer les propos de Jacques. Ça n'est pas une volonté de leur interdire l'accès. C'est un souhait des familles de dire qu'ils ne souhaitaient pas la présence d'eux. Personne n'a voulu interdire leur accès, aucun organisateur, ni huissier, etc. Thomas, tu as raison, il n'en demeure pas moins que c'est une manifestation de la République. Voilà. Oui, je voudrais reprendre un tweet que notre amie Judith Vintrobe vient de faire, où elle reprend des propos de feu Robert Badinter, et où elle évoque des propos, je cite, où les principes essentiels, ceux de Jaurès, ont été abandonnés par Mélenchon. C'est vrai. Et ce sont des propos que Judith vient de tweeter. Oui, Judith a raison. Judith a raison. Mais le problème reste entier. Oui, absolument. Je vous ai coupé votre coup de cœur. Faut pas vous oublier, vous aviez un coup de cœur important en plus, Thomas Alexhauser. Oui, un coup de cœur, chers amis, parce que nous sommes à J-10 du Salon international de l'agriculture. Et que je souhaite vraiment du fond du cœur que ça soit un événement positif, festif, heureux. Je formule le souhait... Sans exclusion. Je formule le souhait qu'on puisse avoir une explosion de la fréquentation pour témoigner de l'attachement des Français à la filière d'excellence de l'agriculture de notre pays, et qu'à travers cet événement, on se pose des questions qui ont fait l'actualité il y a 2-3 semaines, mais qui restent encore présentes. Est-ce que l'on veut davantage produire que l'on importe dans ce pays ? Est-ce que l'on peut comprendre les contraintes de nos agriculteurs et se dire que dans un monde où on se dirige vers 10 milliards d'habitants, on a une richesse formidable qui est l'agriculture française, et qu'il faut qu'on trouve les moyens de l'aider à se développer en tenant compte bien sûr de quelques contraintes environnementales et sociétales, mais qu'on arrive à garder ce noyau d'excellence et à encourager encore demain des agriculteurs à venir, à s'installer, à reprendre des fermes. Donc voilà, donc c'était un coup de cœur pour se donner rendez-vous. Moi, je serai au salon de l'agriculture. Ouais. Et un dernier coup de cœur, on est la Saint-Valentin. J'embrasse mon épouse si elle m'écoute et tous les amoureux aujourd'hui sur Sud Radio. Fête américaine, Jacques Miard. Je vous imagine. Non, vous. Fête. Non. Bon. L'amour français, je veux dire, on connaît ça. Canonisé par un pape. Voilà, on a quand même quelques littérateurs et auteurs qui ont valorisé, je dirais, l'amour de son prochain et l'amour de nos femmes. Vous me permettrez de citer Sandrine Rousseau à l'instant. Aimez qui vous voulez, dès lors qu'elle est pleinement consentant. Point. Voilà, c'est yel et consentant. .te. Écoutez, pour continuer avec Thomas, sur in vino veritas, hein, n'oubliez jamais ça. C'est-à-dire in vino veritas. Mais pourquoi? Par rapport au salon de l'agriculture? L'agriculture, il faut soutenir la filière agricole on est et la filière vinicole. Aussi. Mais le salon de l'agriculture, c'est pas encore gagné que ça se passe dans le plus grand calme, hein. Non, il y a des échanges. Thomas. Le président, le Premier ministre ont reçu les agriculteurs. Il y a beaucoup de contre-vérités dans tout cela. Il y a la posture du gouvernement aujourd'hui qui défend les agriculteurs et les votes de la délégation Renaissance En Marche au Parlement européen qui ont durci encore plus les textes et les législations et qui ont essayé d'encourager une baisse de la productivité par une baisse des surfaces cultivables. Donc il y a bien évidemment beaucoup de contresens et de contre-vérités dans tout cela. J'espère quand même que nous pourrons honorer et valoriser et comprendre ce métier qui doit devenir un métier d'excellence, parce qu'on sera heureux, je pense, dans les années qui viennent, de vendre et d'exporter énormément de produits de notre chère agriculture. C'est déjà un métier d'excellence. Absolument. Allez, qui est un métier d'excellence. On se retrouve dans un tout petit instant pour parler de ce coup de semonce pour la chaîne CNews qui va être davantage contrôlée, mais qui concerne en fait toutes les chaînes d'information avec ce recours qu'a intenté opposer le Reporters sans frontières pour qu'il y ait plus de diversité et que finalement soit comptabilisé les temps de parole des chroniqueurs invités sur les différents plateaux. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous allons essayer d'être clairs dans cette affaire. Reporters sans frontières a décidé d'un recours contre une décision de l'Arcom. L'Arcom, vous le savez, c'est le gendarme de l'audiovisuel. L'Arcom qui avait décrété, jugé que la chaîne CNews accomplissait bien, réagissait, je trouve pas le mot, et répondait aux obligations, aux obligations de pluralisme. Or, le Conseil d'État veut que l'Arcom réexamine dans les 6 mois qui viennent cette décision et l'étende d'une manière générale à d'autres chaînes. C'est-à-dire que l'Arcom a publié un communiqué ce matin, j'ai un petit peu de mal. Désormais, outre le décompte du temps de parole des personnalités politiques, le régulateur pourra, pour apprécier le respect par un éditeur du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, prendre en compte les interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris chroniqueurs, animateurs et invités. De même, pour s'assurer de l'indépendance de l'information, l'Arcom pourra tenir compte de l'ensemble des conditions de fonctionnement et de caractéristiques de la programmation des chaînes. Donc ça veut dire qu'à terme, il va falloir que nous, par exemple sur Sud Radio, nous comptabilisions, hors hommes politiques ou femmes politiques que vous êtes, Jacques Mia ou Thomas Alexazer, mais que nous déterminions si Geneviève Götzinger ou Frédéric Fougera sont de droite ou de gauche, et ça pose quand même la question, de la liberté d'expression. Ce matin, je ne sais pas si il y avait Pascal Praud qui recevait Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, qui était très 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 mauvais, j'ai envie de dire hélas, parce que j'aurais aimé comprendre quelle était sa motivation. Il était incapable de répondre à aucune des questions de Pascal Praud sur ce qu'il reprochait à la chaîne, puisqu'il dit d'ailleurs, Reporters sans frontières, CNews met la démocratie en danger. Donc il lui a posé la question, de quelle manière, et il a été incapable d'argumenter. Thomas ? On est dans une situation un peu délirante, puisque l'Arcom pointe du doigt CNews, malgré tout, dans tout cela. CNews, moi j'ai été parfois invité, on peut pas dire qu'il n'y a pas de pluralité chez CNews, ce n'est pas vrai. Mais je voudrais quand même dénoncer quelque chose tout de suite. L'Arcom, que fait-il quand il y a ou pas le respect des temps d'antenne ? Je vous donne un exemple. L'excellent Jonas Haddad, que vous invitez souvent, a fait un tweet avec un extrait de l'Arcom sur le temps d'antenne réparti du 2 au 13 mai 2022 pendant la campagne législative. La totalité du PS, de LFI, du PC est à 2500 minutes sur la période. Les LR, 338. Qu'est-ce que fait l'Arcom dans ce genre de situation ? Absolument rien. Donc moi, avant qu'on donne des leçons à tel ou tel, il y a des amendes, des mises en demeure. Donc avant qu'on pointe du doigt à telle ou telle chaîne, que l'on puisse quand même faire respecter la pluralité sur l'ensemble des médias français. Oui, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger, Jacques Mia. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thomas. Je crois qu'on a franchi une limite. La liberté d'expression, ça existe, et je peux vous dire que je suis souvent à l'écoute de France Info, et j'entends très souvent notamment les débats des informés. Oui. Permettez-moi de vous dire que les débats des informés, ça va pas dans un sens, ça va dans un autre sens très clair, pour la plupart du temps. Ouais. Et donc, c'est pas inintéressant, mais à ce moment-là, je peux vous dire que cette décision du Conseil d'État, elle va faire des dégâts collatéraux. Bien sûr. Parce que non seulement ça va être extrêmement compliqué, mais ça va, je dirais, concerner pas simplement CNews, mais toutes les chaînes, c'est ce que je dis. Toutes les radios d'État, et je crains fort que ce gouvernement des juges a dépassé les limites. Comme disait Malraux, vous savez, la liberté d'expression, il faut y regarder 2 fois avant de la passer par la fenêtre. Ouais. Et donc, en l'occurrence, je crains fort que la décision du Conseil d'État va susciter une question préalable de constitutionnalité, car je pense qu'elle est allée trop loin. C'est aussi simple que ça. Oui, et vous parlez des informés, c'est pas très confraternel de le faire, mais Sophie de Menton, qui était invitée régulièrement, se retrouve littéralement clouée au pilori à chaque fois qu'elle y est. C'est-à-dire qu'elle est la seule personnalité, on va dire, identifiée un peu à droite, et encore que, on en parlait juste avant le journal, avant l'émission. Sophie, elle a des
caricaturalement, on peut dire elle est de droite, mais elle a parfois des positions qui sont de gauche. Mais elle est en général, effectivement, la seule personnalité de droite. Et Pascal Praud faisait aussi remarquer que Gilles William Goldnadel, qui a été en tête des ventes de... C'est pas vrai. Non, je trouve qu'il y a souvent Jean-Sébastien Ferjou, par exemple, que moi je catalogue pas à gauche. Oui, c'est vrai. Moi j'en vois d'autres. Il encore, Jean-Sébastien ? Oui, moi je l'entends sur les infos, mais j'en entends d'autres que Sophie, franchement. franchement. Mais Pascal expliquait que des gens comme effectivement Gilles William ne sont jamais invités sur... William Goldnadel, qui venait ici à un moment, ne sont jamais invités sur les services publics. Enfin, il y a aussi à regarder sur ce qui se passe sur les services publics. L'émission, c'est ce soir sur France 5. C'est aussi... Donc voilà, si on se met tous à se regarder les uns les autres, c'est une ambiance, c'est un climat détestable, Frédéric Fougerat. Valérie, moi je pense qu'il y a 3 sujets derrière ce sujet. Il y a le sujet qu'on a évoqué, celui de la liberté éditoriale des médias. Oui, la liberté, elle doit être totale et une chaîne d'opinion doit pouvoir exister, comme il y a des journaux papier que l'on sait parfaitement attribuer à un camp politique ou à un autre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est ce qui vise CNews en particulier, c'est le respect de la convention de la chaîne d'information. C'est que elle n'a pas été autorisée à émettre pour être une chaîne d'opinion, mais une chaîne d'information. Mais c'est interdit en plus en France, ces chaînes d'opinion. C'est ce qui pourrait être éventuellement revu, mais il y a quand même un besoin de transparence et de cohérence. On a eu une autorisation qui a été attribuée pour faire un travail, et puis on a transformé, on fait autre chose. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse avoir des chaînes d'information en France, à partir du moment où on vous donne une antenne pour émettre, pour être une chaîne d'opinion. Et puis, comme ça a été sous-entendu, si c'est CNews qui illustre le sujet, ça va évidemment concerner tout le monde. On voit beaucoup d'alertes Arcom qui n'ont aucune suite, qui ne servent à rien et qui dénoncent du militantisme déguisé dans beaucoup de médias. Vous avez évoqué le service public. Il y a un site qui est assez intéressant à suivre qui s'appelle Médias Citoyens et qui comptabilise de façon permanente ces questions de militantisme déguisé et qui note que sur certaines émissions du service public, il y a 90%, parfois 100% des invités qui sont du même bord politique et toujours du même. Donc parfois, effectivement, il y a il y a le mec de droite de service dans les émissions de gauche ou le mec de gauche de service dans les émissions de droite. Ça veut pas forcément dire qu'il y a du pluralisme. En tout cas, il devrait y avoir de la transparence. Et je trouve pas choquant la décision du Conseil d'État de demander à l'Arcom de mettre de l'ordre et surtout à l'Arcom de faire son boulot quelque part, parce que à quoi sert l'Arcom aujourd'hui ? L'Arcom a rendu une décision, donc ça veut dire que le Conseil d'État, c'est un camouflet énorme pour l'Arcom de dire vous avez pas fait votre boulot. Moi je fais partie de ceux qui considèrent que l'Arcom ne sert pas à grand chose en France et laisse trop passer. Je trouve qu'ils servent à rien et qu'ils prennent pas position. Il y a pas de courage, il y a pas de. On a quelque chose. C'est quand même très. Vous avez été patronne de RFI, donc vous connaissez bien ce sujet. Compliqué. C'était déjà très compliqué pour nous de respecter la diversité, la place des femmes, le pourcentage de femmes dans les expertes, la comptabilisation. Enfin, tout ça était vraiment un casse-tête quotidien pour les différentes équipes, à la fois de RFI et ensuite de France 24. Donc ça, c'est certain. Maintenant, moi, il me semble logique. Enfin, les choses ont changé par rapport au XXe siècle. Quand vous aviez des médias classiques, c'était assez facile. Vous comptabilisiez les invités, majorité, gauche, opposition, exécutif, hors période électorale. Donc 3/3 facile. Aujourd'hui, on est sur des chaînes d'infos en continu qui brassent un nombre d'invités, d'experts au quotidien, de chroniqueurs, d'éditorialistes, qui en fait donnent une coloration politique. Alors que les conditions d'attribution et les critères d'attribution, c'est ce que disait Frédéric, d'une fréquence sur la TNT, obéit quand même à un certain cahier des charges et à des contraintes que ces chaînes ne respectent pas forcément, dont cette obligation de pluralisme et d'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire aussi, qui se pose en ce qui concerne CNews, Europe 1 et d'une manière générale le groupe Bolloré quand même. Je suis pas certaine que l'indépendance de la rédaction vis-à-vis de l'actionnaire soit totale et soit si facile à respecter pour les rédactions. D'ailleurs, les sociétés de journalistes, viennent de s'autodissoudre
quand même de Paris Match. À Paris Match, en l'occurrence. Mais comment vous allez vérifier cette indépendance? Mais je trouve qu'on met le doigt dans un engrenage très compliqué. Une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est-à-dire qu'on va nous demander effectivement de comptabiliser. Non, mais c'est une usine à gaz et c'est quand même très difficile parce que les plateaux dont vous parlez, des invités de Pascal Praud ou je ne sais quel, ou les informés, comment savoir si quelqu'un est plutôt tendance socialiste, tendance Europe Écologie Les Verts, tendance communiste, ça se voit bien quand même. Thomas, tendance LFI. Comment ils ont leur fiche à jour. Ouais. Faut pas se leurrer. Après, il y a plusieurs choses. Comme Philippe de Villiers, qui est chroniqueur hebdomadaire, je crois, chez CNews. Il a quand même un parcours politique au-delà du fait d'être chroniqueur. Donc lui, on peut quand même considérer qu'il est quand même d'une droite assez conservatrice. Vous le voyez aussi dans les propos des chroniqueurs. Vous arrivez souvent à déterminer quel est le... mais est-ce qu'ils sont tendance Zemmour ou est-ce qu'ils sont tendance Le Pen? C'est impossible. C'est droite, on fait une grosse casse droite. En l'occurrence, extrême droite. Extrême droite, gauche. Mais ça va c'est être... Ségolène Royal qui fait le show sur CNews, sur C8 avec Hanouna. Est-ce qu'elle est tendance socialiste ou est-ce qu'elle est tendance LFI Mélenchon? Candidate socialiste. Oui, mais elle a espéré être tête de liste aux européennes avec le soutien de Mélenchon. Oui. Non mais attendez, pour l'instant vous avez 3/3, majorité, opposition, exécutive, donc elle est opposition, voilà c'est tout, c'est quand même, faut pas non plus... Et Roselyne Bachelot qui commente les remaniements sur BFM TV, qui critique le gouvernement alors qu'elle aurait voulu rester en 2022 quand Macron a été réélu. Elle est où Roselyne? On sait jamais où elle est Roselyne. Mais elle fait des livres. Demain on pourra se poser la question de où est Bayrou qui crevait rentrer dans le gouvernement et qui maintenant se trouve en désaccord total. Ne dis pas du mal de Roselyne. Parce que Roselyne a d'abord ses propres convictions, point barre. Oui. Alors comment vous la classez, hein? Moi, je suis à l'Arcom. C'est un objet volant politique alors, il va falloir faire une case comme ça. Mais on a l'impression qu'ils ont peur de dire les choses et de dire les mots. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant Christophe Deloire ce matin. C'est-à-dire qu'il n'a pas été au bout de sa logique en disant à CNews, oui, vous avez une ligne éditoriale qui, aujourd'hui, est une ligne qui penche très, très à droite et qui peut se rapprocher d'une chaîne d'opinion. Bon, il l'a pas dit, c'est bien ce qu'il leur reproche. Mais CNews le revendique d'être une chaîne d'opinion. En fait, il y a même pas de débat là-dessus. Le débat, c'était est-ce que c'est une chaîne d'info ou est-ce que c'est une chaîne d'opinion? Mais eux, ils revendiquent. Est-ce qu'on peut être une chaîne d'info ou une chaîne d'opinion? Mais eux, ils le revendiquent. Donc, il y a même pas de débat sur ce sujet. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Geneviève sur la difficulté. Valérie, vous l'évoquiez aussi, la difficulté à un moment ou à un autre d'être totalement transparent et d'être parfaitement respectueux d'équilibre qu'il est très difficile et parfois de mesurer quand on veut faire honnêtement son travail. Ça, c'est une réalité. On peut toujours progresser. On sera peut-être jamais parfait. Mais après, il y a aussi la volonté de certains de ne pas respecter cet équilibre et cette transparence. Quant à la direction de l'information du service public, on vous dit qu'on veut faire du service public une chaîne qui ressemble à l'image de la France telle qu'on voudrait qu'elle soit et non pas telle qu'elle est. On a pris une position. C'est ce qu'a dit la présidente de France Télévisions. Oui, là, on prend un parti. Donc, je pense que là, l'Arcom a son boulot à faire et à redresser finalement les torts. Le service public, il doit s'adresser à tous les Français, il doit être représentatif et il ne doit pas être la volonté de quelques personnes qui voudraient que la France fonctionne, pense de telle ou de telle façon. Que ça me convienne ou que ça ne me convienne pas d'ailleurs. Jacques Méard ? Oui, je voudrais dire, la décision du Conseil d'État va être assez difficile à mettre en œuvre. Bien sûr. Il y a un point important à mes yeux, c'est que l'Arcom s'est pris un coup de trick derrière la tête. Complètement. Et je m'en félicite parce que dans une affaire où avec notamment Hubert Védrine, nous avions pris des positions et nous avions demandé à l'Arcom d'obtenir un droit de réponse sur un certain nombre de chaînes. Et l'Arcom, ça a été Ponce Pilate. Ça a été Ponce Pilate. Une lâcheté totale. Et donc, je pense que ça va remettre un peu d'équilibre. Parce que nous avons, nous les politiques, nous avons beaucoup de difficultés à obtenir parfois des droits de réponse sur un certain nombre de chaînes, quelles qu'elles soient, lorsqu'on est mis en cause. Mais est-ce que c'est l'Arcom le droit de regarder à deux fois. Sauf que l'Arcom n'est pas responsable des droits de réponse, c'est la loi. Un droit de réponse elle doit vérifier
que, par exemple, effectivement, il y a une suite donnée à un droit de réponse. Et si elle ne le fait pas, eh bien, effectivement, elle est en faute. Et c'est ce qui s'est passé dans une affaire où nous avons qualifié, et que j'ai qualifié l'Arcom de Ponce Pilate. Écoutez, on leur donnera la parole, bien évidemment, s'ils veulent venir s'exprimer. On se retrouve dans un instant, la grève à la SNCF, une fois de plus, pendant les vacances. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on parle de la grève prévue à la SNCF le week-end prochain, en plein week-end de vacances scolaires. La SNCF espère pouvoir faire circuler quelques TGV, 1 sur 2 vendredi, samedi et dimanche, mais les contrôleurs sont en grève et évidemment, ça revient pendant les vacances scolaires. On rappelle qu'ils ont été augmentés de 17% il n'y a pas très longtemps, qu'il y a des primes. Enfin, c'est quand même, on comprend, oui, il y a le droit de grève, oui, on le respecte, mais est-ce qu'il y a un moment où on ne devrait pas interdire quand même les grèves en période de vacances scolaires? Ce sont des gens simples, de tout niveau social, qui ont payé leur billet de train pour partir, leur location pour partir au ski, et qui se retrouvent aujourd'hui empêchés. Je sais pas, non, c'est affreux, ouais. c'est Thomas. affreux, parce que moi, je suis pas un grand fan de ski, pour être honnête. Mais il y a des gens qui adorent le ski et qui économisent pendant une année entière parce que c'est un budget. Ce sont des familles pour lesquelles c'est une passion, un loisir. C'est un moyen de se divertir et se défouler sur les pistes. Et je trouve que on prive des Français et qui ont économisé peut-être pendant des mois pour pouvoir payer le train, les remontées et la location à leurs enfants. Et je trouve ça minable. Il y a un moment où c'est toujours la prise d'otage permanente. Et qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? On va avoir les grèves en perspective des JO pour essayer de demander quelque chose encore supplémentaire. Voilà. Ouais. Jacques Miard? Oui, écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que les syndicats, et Sud en particulier, ils donnent des préavis de grève à 3 jours et donc ils respectent la loi parce que c'était parti. Maintenant, avoir une loi qui interdit aux agents de service public de pouvoir faire grève, c'est ce qui se passe d'ailleurs en Allemagne, hein, je vous signale. Nous avons une tradition qui est différente. Est-ce que la loi sera respectée? Je n'en sais rien si c'était une interdiction. Ce qui est certain, c'est que la SNCF, depuis toujours, les échos que j'ai, c'est une entreprise d'ingénieurs. Des ingénieurs qui font rouler des trains en toute sécurité. Et que, malheureusement, ce qui me remonte, hein, je ne tiens pas la vérité, c'est que la SNCF a un défaut de dialogue social interne. C'est difficile. On m'a cité, par exemple, dans des lignes que je connais à côté de Maison Lafitte, que pour pouvoir obtenir un entretien avec le directeur local, etc., il faut presque déposer un préavis de grève. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont fait des progrès, hein, parce que là, je dirais, ce sont des informations qui datent un peu. Mais il n'en demeure pas moins que je crois qu'il doit prévenir par une meilleure collaboration sociale ce genre de choses. Maintenant, sur le fond, je suis comme vous, scandalisé par cette prise d'otage. Oui. Prise d'otage des Français qui vont partir en vacances et qui se retrouvent gros gens comme devant. Donc j'espère que la raison va prévaloir. Quant à Sud, je ne suis pas certain qu'il soit capable de comprendre. Oui, Gabriel Attal ce matin a déclaré « La grève est un droit, mais travailler est un devoir ». Frédéric Fougerat. Oui, belle formule. Ouais. C'est un bon communicant. Oui. Il n'aurait pas dit ça quand il bossait pour Marisol Touraine. Hein. Il y a deux questions. Il y a la question du droit de grève et il y a la question de la continuité de service public. Tout à l'heure, comme sur l'hommage national, il y a aussi une question de dignité. Est-ce que c'est correct de priver des Français de leurs vacances et de justement les cibler là où ça leur fait le plus mal? Et est-ce que c'est une bonne tactique de négociation avec une direction que finalement de pénaliser le client au lieu de tenter de faire pression directement sur sa direction? D'ailleurs, les Français n'en veulent jamais à la SNCF quand il y a une
grève, ils en veulent toujours aux syndicats, et les syndicats ont une image de plus en plus mauvaise, et leur score ne s'améliore pas au fur et à mesure qu'ils font des grèves. Moi, faire grève, c'est un droit, et je n'aime pas l'idée de notre société d'ailleurs, qui aime de plus en plus cette idée de l'interdiction, de défendre un droit par une interdiction. En revanche, ça marchera pas. On aurait le droit, et comme le disait Jacques derrière, de toute façon, au niveau créativité, on est toujours très fort, donc on trouverait de toute façon un moyen de contourner cette interdiction. Mais en revanche, est-ce qu'on peut pas aussi, à un moment ou un autre, repenser le droit de grève, repenser le syndicalisme? Je représente 10% des salariés, je ne peux faire grève que 10% du temps. Et si je veux avoir plus de poids, je dois me faire davantage reconnaître et être plus représentatif de la part des salariés. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on peut ne pas représenter grand-chose, mais bloquer totalement une entreprise et l'intégralité des salariés d'une boîte aussi. C'est une guerre asymétrique. Eh oui, je pense qu'on a le droit d'innover, on a le droit de changer, et les syndicats devraient eux-mêmes se réveiller un peu pour être un peu plus innovants et être peut-être plus utiles. Parce que ce qui est quand même assez aberrant, c'est que nous devrions tous adorer les syndicats, puisqu'ils sont supposés nous défendre. Et pourquoi autant de gens dans la population détestent les syndicats? C'est que quelque part, ils font pas bien leur boulot, eux aussi, quoi. Donc qu'ils fassent leur boulot, qu'ils se réinventent, et qui nous donnent envie de les aimer parce qu'ils nous défendent correctement, et non pas qu'ils créent des empêchements, à commencer par le fait d'empêcher les gens de partir en vacances. Mais c'est systématique, c'est surtout ça, quoi. C'est Noël, c'est les vacances, et à chaque fois. Parce que c'est facile. Mais je veux répondre à un auditeur qui rigole en disant oui, c'est ça, c'est les gens qui se saignent aux 4 veines pour aller au ski. Ouais, j'en connais. Moi, je connais un ami qui la femme ne travaille pas, qui gagne pas énormément sa vie, qui vit dans un HLM. Il se fait un devoir d'emmener ses enfants au ski chaque année. Il s'organise, il y va en voiture, et donc il n'est pas concerné, vous allez me dire, mais ceux qui y vont en train, c'est pas que regardez les stations de ski, vous avez des studios où on loge à 4, c'est pas que Courchevel et les gens qui vont en jet. C'est très cher pendant les vacances scolaires, le train est très cher, bien sûr, pendant les vacances scolaires, donc tout ça est très cher. Non, mais je suis d'accord avec Frédéric, c'est vraiment le débat entre le droit de grève et le droit de grève, il faut pas y toucher. Moi je suis d'accord avec vous, et la continuité du service public. Donc imaginez, il y a une fatigue. Fatigue de ces grèves pendant les vacances. Et effectivement, un problème de dialogue social à la SNCF. Moi aussi, on me l'a dit, ils savent pas faire. Bon, mais même s'ils savaient faire, mais c'est surtout visiblement Pascal Pro, de CNews, pointé du doigt un contrôle du doigt. L'exemple de ce salarié de la SNCF qui a 23 ans, bac plus 2, qui gagne 39 000 € net par an. Mais bon. C'est grève. Non, mais c'est ce que dit aussi le président de la SNCF. Il dit que c'est une grève incompréhensible. Il y a eu un accord négocié en 2022. Les engagements de l'entreprise ont été pris. Ils sont tenus. On a promis des postes supplémentaires. Ils ont été tenus. Il y a eu des promesses en février avec une prime supplémentaire de 400 €. Peut pas, il y a des salaires ils ne comprennent pas pourquoi il y a cette grève. Non, mais tout ça est hallucinant, et je pense que les âges de départ à la retraite, bien évidemment que c'est un métier stressant, fatigant, mais les âges de départ à la retraite, la gratuité des transports pour tous les membres d'une famille, d'une fratrie, etc. S'il vous plaît, et je pense que on donne encore trop de crédit à tout cela. À propos de crédit, Valérie, je n'ai jamais fait ça, mais si vous permettez, je voudrais faire une autocritique. C'est que tout à l'heure nous avons parlé de Badinter, et nous n'avons parlé que de la polémique LFI, sans parler de Badinter lui-même. Et je voudrais juste dire quelques mots au moment où le président va s'exprimer. C'est qu'on a quand même là un monstre sacré pour moi de la vie politique française, qui a été de beaucoup de combats, qui a une histoire personnelle et familiale absolument dramatique, et qui à 95 ans laisse une trace indélébile dans l'histoire de la Ve République et dans la démocratie française. Et loin de la polémique LFI, je voudrais quand même qu'on salue cet homme de combat, d'engagement, parce que les combats qu'il a menés dans les années 60, 70, 80 n'étaient pas des combats évidents, des combats pour lesquels sa famille et lui ont été extrêmement menacés, parfois même physiquement, et c'est un homme qui a quand même profondément marqué l'histoire, et dont beaucoup aujourd'hui, et plusieurs centaines de Français depuis quelques jours se rendent sur la place Vendôme, et des nombreux Français seront là aujourd'hui dans cet hommage.
Et donc je tenais quand même à ce qu'on rappelle cette personnalité incroyable qui nous a quittés. Voilà. Oui, mais on lui a rendu hommage un certain nombre de fois ici. Oui, bien sûr. Vous l'avez connu, Jacques Miard ? Vous l'avez côtoyé ? Oui, je l'ai connu. Je l'ai même eu parfois, notamment sur le procureur européen, quelques divergences, parce qu'il était en faveur d'un procureur européen, ce à quoi je lui dis, vous êtes bien gentil, mais il n'y a pas d'unité politique sur, je dirais, du côté des États européens, donc je ne sais pas comment ça va fonctionner. On a eu des échanges, et c'est un homme qui a apporté et qui a été déterminé. Le combat politique, c'est la cohérence. Et là, même si j'ai pas toujours été d'accord avec lui, sa cohérence est fondamentale. Maintenant, pour revenir à Sud Radio, Valérie, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un syndicat. Sudra et pas Sud Radio, attention, oh là là. C'est un syndicat politique. Bien sûr. Voilà. Mais tous les syndicats sont politiques, le jour où vous interdirez aux Français de faire de la politique, aux syndicats de faire de la politique, alors ce jour-là, je peux vous dire, je vous paye le champagne. Ah bah, j'espère que vous le payerez avant. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça fait longtemps que vous écoutez Sud Radio, Sylvain ? Moi, j'écoute Sud Radio depuis des années et je l'écoute en permanence toute la journée. Ça accompagne mes journées de travail. Sud Radio, parlons vrai.